Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Que vous souhaitez en cette nouvelle année ? De garder la santé déjà et votre esprit critique. Côté résolution, que dire d'un peu plus de nuances et de distance ? Personnellement, j'ai choisi de relire des classiques. Premier sur la liste, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, tandis que le nôtre ressemble déjà à un scénario de science-fiction. Après, je pourrais enchaîner sur les raisins de la colère. La grogne dans les campagnes, c'est d'actualité après l'accord avec le Mercosur. En France, on fait bloc contre le texte, tandis qu'en Allemagne, c'est le calme plat, ou presque. Qu'est-ce que ça dit de nos deux pays ? Comment comprendre que dans ce dossier, Berlin et Paris assument à ce point d'avoir des positions incompatibles ? On est au cœur du projet du podcast, expliquer les crises, chercher les convergences. Allez, en 2026, on y croit, avec un K. Bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 6. Depuis que je suis journaliste à Berlin, je crois que ça ne s'était jamais produit. Avec le Mercosur, on a un sujet sur lequel il n'y a vraiment aucune position partagée entre la France et l'Allemagne. Honnêtement, je ne suis pas du tout une spécialiste du sujet, alors j'avais potassé le dossier en décembre au moment du sommet européen et je pensais avoir saisi à peu près objectivement les enjeux du texte, pour les uns comme pour les autres. Toutes mes certitudes se sont effondrées quand j'ai passé la frontière pour Noël. Comment se fait-il qu'après tant d'années de rapprochement, d'intégration des politiques, de coopération dans tous les secteurs de l'économie, les Français et les Allemands restent à ce point éloignés quand on parle de libre-échange et d'agriculture ? Je suis rentrée en me disant que je tenais là le premier sujet du podcast pour cette nouvelle saison, alors c'est parti. Et pour essayer d'y voir plus clair, je vous propose une première étape avec le regard d'un franco-allemand de Bruxelles. Donc a priori, le profil est bien adapté pour nous aider à comprendre. Bonjour Jean-Marie Magro. Salut Hélène. C'est la 3e fois en moins d'1 an que tu es invité du podcast, mais c'est la première fois que tu viens avec ta nouvelle casquette de correspondant de l'ARD à Bruxelles. La dernière fois, on avait parlé de ton Tour de France en vélo et déjà on avait discuté des agriculteurs, des terroirs, on avait cherché à comparer avec la situation en Allemagne. Alors sur le Mercosur, au-delà des frictions vraiment politiques, j'imagine que, comme moi, tu as forcément remarqué cette discorde profonde franco-allemande sur le sujet. Et pendant les fêtes, c'était vraiment flagrant. Autour de la table du réveillon, dans ma famille, rats des villes et rats des champs étaient tous contre le Mercosur, les ruraux tenants de l'agriculture conventionnelle, comme les citadins adeptes du bio, et ils étaient tous très préoccupés par la question. En Allemagne, au contraire, le sujet ne suscite pas vraiment de vagues. Pourquoi, à ton avis ? Moi, je pense que les Allemands, ils ont une autre façon de regarder le monde comme un pays d'exportation. Globalement, on a toujours eu une industrie qui a poussé les hommes et les femmes politiques à avoir des accords de libre-échange comme celui-ci du Mercosur. On a quand même une opposition agricole, mais elle est beaucoup moins forte qu'en France. Et on voit surtout les avantages. Alors là, il faut peut-être juste donner quelques chiffres. L'agriculture allemande ne représente que 0,8% du PIB, tandis que c'est presque 20% pour l'industrie. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Et les politiques allemands ont assez vite choisi leur camp, à Berlin comme à Bruxelles. On a eu par exemple Manfred Weber qui a dit oui, maintenant nous pourrons vendre des Audi et des BMW au Brésil, en Argentine, etc. Après, Trump est arrivé à la Maison-Blanche, on voit que les relations transatlantiques sont en perturbation depuis 1 an. On doit devenir plus indépendant. C'est très intéressant parce que cet argument est beaucoup fait en France concernant le réarmement, etc. Mais par contre, quand il s'agit de libre-échange, il n'y a aucun Français qui veut entendre cet argument-là, j'ai l'impression. D'ailleurs, je crois que tu as une anecdote sur ce point. Raconte-nous. J'étais au sommet le 18 décembre à Bruxelles. J'étais avec des collègues français, des collègues allemands, des collègues italiens. Et surtout, les Allemands, ils m'ont dit « Oui, mais toi, étant franco-allemand, étant français, t'es pas contre cet accord-là ?» Parce qu'apparemment, quand on devient français, on est contre les accords de libre-échange. C'est quelque chose de culturel, on a l'impression. C'est très intéressant. Le jour du 18 décembre, il y a eu de grandes manifestations des agriculteurs européens ici. Et il y avait aussi pas mal d'agriculteurs bavarois. Moi, j'ai fait un tour de vélo, un tour de France. Je veux dire, quand j'ai rencontré les viticulteurs en Bourgogne, eux, ils sont quand même pour des accords de libre-échange. Quand on voit des gens qui font des produits laitiers
ils sont pour cet accord. Je ne dirais pas que en France, il y ait plus peur qu'en Allemagne chez les agriculteurs. C'est juste que l'opposition est mieux organisée. Le poids des syndicats agricoles n'est pas le même. J'ai lu aussi que l'organisation du modèle agricole de l'Allemagne la protégeait mieux de la concurrence des pays du Mercosur, puisqu'on a une agriculture qui est déjà très industrialisée, tournée vers l'export, et pour laquelle le libre-échange, c'est une opportunité pour vendre par exemple des machines, de la chimie agroalimentaire, etc. L'Allemagne est forte sur le porc et le lait, moins sur l'élevage bovin. Mais comment ça se passe pour les exploitants ou les éleveurs ici en Allemagne qui ne sont pas dans ce modèle, Jean-Marie ? Il y a des agriculteurs qui ont autant peur que les Français. C'est surtout les agriculteurs à taille petite, on va dire, familiale. C'est là où peut-être il y a une différence dans les certaines Länder. En Bavière, il y a plutôt des agriculteurs organisés en famille, tandis que en Basse-Saxe, alors Niedersachsen, c'est plutôt très industriel et c'est pas trop comparable aux Bavarois. Après, il y a un problème de reconnaissance. Il y a certains agriculteurs qui ont des pancartes devant leur jardin où il y a marqué « Je nourris 37 familles, 150 personnes et je ne ressens pas de reconnaissance par la population ici. » Après, en Basse-Saxe, il y a quand même eu aussi des manifestations, pas chez les éleveurs bovins, puisque là, on fait surtout de la volaille. Et d'ailleurs, à cette occasion, j'ai appris que le Land représente 62% de la production totale allemande. Et la filière de la volaille pâtit déjà de la concurrence ukrainienne. Mais d'une façon générale, encore une fois, le poids du secteur agricole dans l'économie allemande, il est quand même très faible, tellement faible que ces arguments de concurrence et de peur des agriculteurs, ils ont du mal à faire mouche. Après, on pourrait dire que c'est un peu la même chose en France. En France, on a 2% du PIB pour l'agriculture et pourtant, le pays fait corps derrière ses paysans. Souvent d'ailleurs, peut-être, au nom de cette fameuse bonne bouffe à la française, l'attachement aux produits des terroirs. C'est un sujet qui nous prend aux tripes, en quelque sorte. Il y a une dimension culturelle indéniable. Ça peut expliquer la différence franco-allemande, Jean-Marie ? Oui, alors moi je pense que l'émotion, elle joue beaucoup là-dedans et il y a 1% de la population, même plus, 1% de la population en France qui est agriculteur. Mais 1 maire sur 7 est agriculteur. Et c'est là où on voit l'importance de cette filière agricole dans la population française. Et on n'a pas ça en Allemagne. Sauf peut-être, encore une fois, en Bavière avec les CSU. Mais c'est vrai que là, par exemple, la Grüne Woche, la semaine verte, vient de commencer à Berlin. Alors, c'est une sorte de foire de l'agriculture, mais c'est sans comparaison avec ce qui se passe à Paris pendant le salon. Et j'ai encore regardé ce matin, pour l'instant, à l'agenda officiel du chancelier, il n'est pas prévu que Friedrich Merz se rende au salon de l'agriculture allemand, alors que pendant ce temps-là, en France, on a vraiment une union sacrée de l'extrême gauche à l'extrême droite derrière les agriculteurs jusqu'au plus haut niveau. Emmanuel Macron à l'offensive à Bruxelles. C'est comme ça qu'on a fini 2025, avec donc cette rupture franco-allemande spectaculaire sur un sujet très grand public. Toi, Jean-Marie, qui a couvert le sommet de décembre à Bruxelles, comment en est-on arrivé là ? Sur le Mercosur, on a vu une frustration allemande. J'ai assisté à certains briefings des Allemands où on a dit oui, on va attendre Meloni, mais on sait déjà que les Français, ils ne vont jamais approuver cet accord-là. On ne voit pas ce qu'on peut faire encore. Après 26 ans de négociations, voilà, on va mettre les Français à côté. Parce que on n'arrivera jamais à une solution. Ce traité, si on attend les Français, ne va jamais être signé. Et cette frustration-là, elle m'a quand même beaucoup marqué. Si je te comprends bien, non seulement on n'était pas d'accord, mais on ne cherchait même plus de compromis. Berlin a lâché l'affaire, en somme. Avec la France, c'est même plus la peine d'essayer. Quel signal ? Moi, je trouve ça très grave, mais c'est vrai que c'est la situation politique en France. Cet accord du Mercosur, bien sûr, il y a des inconvénients. Bien sûr, on peut s'inquiéter pour les agriculteurs. Après, je trouve cet accord, il a beaucoup d'avantages pour l'Union européenne, pour la France aussi. Macron, il ne peut pas être réélu. Il aurait pu dire oui, c'est vrai qu'il y a des inconvénients, mais on a des clauses de sauvegarde, etc. Et moi, je vois surtout les avantages de cela. S'il y a quelqu'un qui doit être puni, c'est moi.
et il n'a pas eu cette force-là. Et je le regrette beaucoup. Merci Jean-Marie Magro, et dans la deuxième partie de l'épisode, je vais revenir avec Stéphane Seidendorf du DFI sur les leçons à tirer de ce fiasco bruxellois. Mais d'abord, le reportage du podcast, parce que la colère dans les campagnes françaises trouve d'autant plus de relais politiques que l'on est, il ne faut pas l'oublier, à 2 mois des prochaines élections municipales. Alors juste un chiffre, lors des législatives de 2024, le RN est arrivé en tête dans 93% des communes françaises. Son ancrage dans les territoires ruraux est très fort, mais en mars, on s'attend aussi à ce que le parti emporte des mairies dans 50 à 100 villes moyennes comme Toulon, Lens ou encore Narbonne. Et en Allemagne, on regarde ces projections avec beaucoup d'attention car ces communes, elles entretiennent très souvent des jumelages avec des villes allemandes qui se demandent donc maintenant comment elles pourront poursuivre la relation amicale au niveau local si le RN s'empare des communes françaises. Et c'est tout le tissu très dense de la société civile franco-allemande qui pourrait directement être menacé. David Philippot. Plus jamais la guerre, c'est sur la base de cet idéal que sont nés dès 1950 les premiers jumelages entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, il en existe plus de 2200, mais à l'époque, c'était un acte fort porté par des pionniers comme Lucien Taradin, rappelle l'historienne Tania Hermann. C'est un maire français qui avait été déporté au camp de Buchenwald et pour lui, on ne pouvait vraiment plus continuer comme ça. Il a dit que la réconciliation ne pouvait se faire qu'avec les populations et quoi de mieux que l'échelle des communes pour créer des liens concrets. Pourtant, dès les années 90, quand l'extrême droite s'est emparée de villes françaises, cet idéal de fraternité s'est trouvé menacé. Officiellement, aucun accord n'a jamais été rompu, mais des jumelages ont été mis en sommeil à cause de la montée du discours souverainiste, du repli national. Les communes allemandes comme Wolfsburg ou Rastatt ont préféré prendre leur distance. Récemment, à Rognac, près de Marseille, l'élection d'un maire RN a failli bloquer le partenariat avec Rockenhausen, raconte Jonathan Spindler de la Fédération des jumelages de Rhénanie-Palatinat. Évidemment, le conseil municipal a les moyens de stopper le financement des programmes d'échange et les voyages, et c'est ce qu'il a fait. Et tout d'un coup, on voit que les comités de jumelage, parce qu'ils n'ont pas d'étiquette partisane, peuvent jouer un rôle déterminant. Ils montrent qu'ils peuvent prendre le relais lorsque la politique fait défaut, et que cette puissante société civile continue d'entretenir les réseaux. C'est exactement ce qui se passe en ce moment entre Rognac et Rockenhausen. Les amis continuent de se voir, quel que soit le parti au pouvoir. Mais certaines communes dirigées par l'extrême droite font le choix inverse. C'est ce qu'a découvert la jeune chercheuse française Elisabeth, étudiante en sciences politiques, qui vient de finir une étude de terrain auprès de 20 mairies d'extrême droite. L'extrême droite est en train de se normaliser en France, plus généralement en Europe. Et cette normalisation, elle implique de s'approprier des codes traditionnels. Et les jumelages en font partie. C'est un héritage historique européen. L'entente amicale qui se développe grâce au jumelage, si elle est perdue, effectivement, le maire rentre à nouveau dans une forme de marginalité politique qui peut lui coûter. Alors que c'est une ressource extrêmement valorisante de pouvoir montrer aux habitants et aux habitantes que les relations continuent et qu'ils vont pouvoir retrouver leurs amis du jumelage allemand, par exemple, à la même fête habituelle annuelle. Compte tenu de la progression des deux partis d'extrême droite, RN et AfD aux élections locales, un autre scénario est désormais possible, pointe la politologue Eileen Keller. Certains vont détourner les jumelages pour leurs propres intérêts. On ne peut plus exclure une situation où l'extrême droite s'empare des 2 communes d'un jumelage. Et il est possible que les 2 maires utilisent les réseaux existants pour promouvoir leurs idées et connecter leur cercle d'extrême droite. Alors même que l'idée de base, qui est de former une communauté, une solidarité au-delà des frontières, n'est pas du tout dans l'ADN de ces partis. Dans ces conditions, comment peuvent réagir les bénévoles qui font vivre les jumelages ? La jeune chercheuse Elisabeth les trouve plutôt pragmatiques. La plupart des associations font le choix de travailler avec le maire, d'abord parce qu'elles se considèrent comme illégitimes pour pouvoir juger du choix des habitants et des habitantes qui ont élu le maire. Mais aussi parce que pour elles, ça ne va durer qu'un temps, et donc on peut bien continuer à faire vivre le jumelage, qui est une forme de résistance en fait à l'esprit aussi diffusé par l'extrême droite, les jumelages mémoriels, avec des revendications humanistes, avec une vision de la fraternité européenne qui est diffusée à travers les événements culturels.
Tout ça, ça constitue des ressources de lutte locale contre l'extrême droite. Au niveau des régions et des Länder, on s'est emparé de cet enjeu de la résilience démocratique. Par exemple, le nouveau partenariat passé entre la Saxe et l'Occitanie soutient de manière ciblée des projets communs sur le courage civique. Et j'en profite ici pour vous signaler que le Fonds citoyen franco-allemand a choisi justement comme thème de cette année le sujet de la démocratie. Donc si vous avez des projets pour vivifier, renouveler, questionner, renforcer nos modèles politiques et civiques, c'est sans doute le moment de déposer des dossiers. Bonjour Stéphane Zeindorf. Bonjour Hélène, bonne année. Oui, bonne année à toi aussi, même si ça commence fort. Je ne sais pas si ce monde est fait pour la nuance et la distance, mais on va essayer quand même d'allumer un contre-feu avec cette nouvelle saison du podcast. Merci d'être une fois de plus de la partie, cher Stéphane, avec donc ce premier épisode sur le Mercosur et la spectaculaire discorde franco-allemande. Qu'est-ce que ça dit des relations entre Paris et Berlin ? Je vais te passer au grill en tant que directeur adjoint du DFI, ça c'est sûr, mais d'abord une question pour bien comprendre la position allemande. Est-ce qu'on est là juste sur une position de pragmatisme pur ? En gros, est-ce qu'on se dit ici en Allemagne, l'industrie est centrale pour l'économie, là on est en crise, on est attaqué par les États-Unis avec les droits de douane, on est concurrencé par la Chine, on ne peut plus compter sur l'énergie russe, bref, il nous faut des nouveaux paniers pour mettre nos œufs, et le Mercosur, c'est un panier qui nous convient très bien, c'est ça le calcul ? Pour l'Allemagne, en crise économique, en récession, il n'y a plus de croissance, c'est très important puisque ce marché, il est assez complémentaire. Nous, on peut profiter des produits d'agriculture primaires. Eux, ils peuvent profiter notamment des machines-outils et voitures. Et ça, évidemment, c'est les biens que l'Allemagne souhaite exporter. Mais derrière, il y a aussi autre chose. C'est très symbolique et c'est ça qui est devenu très important pour Friedrich Merz. Toute l'Union européenne, si on veut bien se souvenir, a été construite et développée autour de cette idée du libre-échange bénéfique pour tout le monde. C'est en quelque sorte l'ADN de l'Union européenne. C'est pour ça aussi, cette dimension plus symbolique, qu'il a besoin de ce traité, autant pour des raisons de politique intérieure domestique que pour s'afficher aussi sur la scène européenne. Et le problème qui reste, c'est qu'il n'a pas su s'accommoder, trouver un compromis avec le partenaire français. C'est intéressant ce que tu dis sur le côté très symbolique de l'attachement culturel et politique au principe du libre-échange. Friedrich Merz, là, il revient tout juste d'un voyage en Inde. On est dans la même dynamique alors ? L'Inde paraît autrement plus important que le Mercosur pour tout ce qui est les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les coopérations sur des domaines qui vraiment peuvent contribuer à l'innovation, à la transformation de notre modèle économique. Un accord de libre-échange avec l'Inde, ça pourrait aussi être plus intéressant pour l'industrie française. Si on regarde les domaines où la France elle est encore particulièrement forte, Dassault il coopère déjà avec l'Inde autour des Rafales. Donc Merz il s'est pressé peut-être pour tourner la page de ce Mercosur qui, même en Allemagne, personne n'était vraiment enchanté comment ça s'est passé en fin de compte au bout de 25 ans. Aujourd'hui, on négocierait un tel traité autrement, peut-être avec l'Inde, c'est l'occasion. On va voir si là-dessus, évidemment, si on peut s'amener en franco-allemand et européen, on aurait une position de négociation bien plus forte. Pour revenir au Mercosur, je pense que le retour de Trump et son obsession des droits de douane, ça a fini de convaincre ici en Allemagne les derniers sceptiques, c'est l'impression que j'ai en tout cas, par exemple les écologistes. Je me souviens que lors des négociations avec le traité avec le Canada, il y avait eu pas mal de manifestations, on parlait tout le temps du danger des poulets au chlore. Ces derniers mois, en revanche, c'était très très calme du côté des Grünen ici sur le Mercosur. D'ailleurs, c'est une remarque que j'ai entendue en France pendant les fêtes. On m'a demandé plusieurs fois comment ça se faisait que l'Allemagne ne se mobilisait pas contre les risques environnementaux en Amérique du Sud. Alors ils me disaient même, mais enfin, les Allemands, ils sont quand même très sensibles sur ces questions. Pourquoi ils ne disent rien ? Vu d'Allemagne, le contraire semble vrai. Et c'est ça qui est assez frappant dans ce conflit franco-allemand, que les débats, ils ne prennent pas compte de ce qui se dit de l'autre côté. Les écolos en Allemagne, oui, d'accord, ils ont été sceptiques au début, mais entre-temps, quel levier, quel instrument avons-nous encore pour influencer sur la protection, par exemple, des forêts vierges en Amérique du Sud? Si c'est pas les règles dans le cadre, par exemple, du Mercosur. Et le Mercosur, il a été amendé d'un protocole commun fin 2024 sur le respect de l'accord de Paris, l'accord sur le climat de Paris, qui était en train de tomber en oubli, notamment avec les États-Unis et puis les autres partenaires qui n'en tenaient plus compte puisque les États-Unis n'en tenaient plus compte. Là, nous avons, nous Européens, un outil, un levier
pour rappeler que ce traité, cet accord de Paris, il existe. Vu d'Allemagne, c'est mieux que rien. Et c'est aussi pour ça que les écolos se sont retenus ces derniers temps, même si c'est pas les plus ardents supporters du traité. Est-ce que c'est une nouvelle illustration de la fameuse culture du compromis à l'allemande? En gros, on se dit ici, oui, il y aura des perdants, mais dans l'ensemble, le texte, il est plutôt favorable à notre industrie, à l'Union européenne, et donc on l'accepte. En gros, ici, on saurait faire des concessions, tandis que côté français, on fait toujours preuve d'inflexibilité. Je pense pas, puisque l'Allemagne n'a pas su trouver un compromis avec la France. Qui aurait pu croire que l'Allemagne, elle impose un jour un traité d'une telle importance contre la France? Donc là, il n'y a pas beaucoup d'un compromis. Les auditeurs du podcast habituel, ils se souviennent que Friedrich Merz, il était sorti déjà au Conseil européen en juin 2025 avec cette sortie un peu trop rapide qu'on est d'accord sur le Mercosur, qui n'était pas vrai à l'époque. On est d'accord sur une méthode pour continuer à négocier. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Allemagne? Est-ce que ça vaut le prix de passer par un tel conflit avec le partenaire français pour avoir ce traité? On parle de 500 millions d'économies en taxes pour les Allemands, pour l'industrie allemande, qu'elle ne paiera pas avec ce nouveau traité pour ses exportations. C'est peut-être pas ça qui va décider sur la sortie de l'Allemagne de la crise économique. 12 500 entreprises allemandes seulement exportent en direction des pays du Mercosur. C'est vrai que le levier à vue de nez ne paraît pas si important, mais tu sais bien que l'accord quand même, il était très 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 attendu dans les milieux industriels, que ça fait des mois qu'il faisait du lobbying à Berlin. C'était aussi une promesse du candidat Friedrich Merz, donc le chancelier, il avait besoin de ficeler assez vite ce deal, surtout que pour l'instant, son gouvernement n'a pas réussi à retourner la conjoncture. L'industrie s'impatiente, il y a des fermetures d'usines, le chancelier est impopulaire. Alors dans ce contexte, le Mercosur, il est bien utile. Voilà, ces contraintes à la politique intérieure des deux côtés, ni le président Macron ni le chancelier Merz semblent avoir la force ou la volonté politique d'affronter leurs propres électeurs, leur propre électorat. Ils ne disposent plus de ces marges de manœuvre nécessaires pour trouver un compromis franco-allemand vers le haut. Alors que traditionnellement, toute cette Union européenne était construite autour de ça, le grand marché commun pour les uns, la politique agricole commune pour les autres. Et en fin de compte, les Français aussi profitent du marché commun, les Allemands aussi de la politique agricole commune. Ça, c'était la recette depuis le début, depuis la fin des années 50 en quelque sorte. Aujourd'hui, nous sommes à un point, il faut se poser la question, et pour l'instant, la réponse, elle est négative. Si on a encore la force au niveau de la politique intérieure, en France comme en Allemagne, d'imposer une telle politique un peu plus compliquée que les paroles faciles des populistes des deux côtés. Est-ce qu'on a déjà connu des situations semblables, Stéphane, où l'Allemagne et la France arrivent à un sommet européen sans position commune et même ouvertement adversaires sur un dossier? Ça arrive régulièrement quand il y a un nouveau couple ou qu'il y a un des deux acteurs qui vient de prendre le pouvoir. Donc, un nouveau chancelier, un nouveau président, même s'il y a des conseillers, il y a des défis, d'autres qui leur expliquent, il faut s'accorder avec le partenaire avant d'aller à Bruxelles. Sinon, vous allez bloquer toute l'Europe. Mais apparemment, il faut faire l'expérience. On peut se demander si le sommet avant Noël a été cette expérience, le baptême de feu pour Friedrich Merz, qui est arrivé avec la volonté de développer un leadership allemand fort, qui a beaucoup consulté, beaucoup négocié, mais visiblement, il n'avait pas réussi à s'amener avec un plan franco-allemand. Même Jacques Chirac, il avait pris du temps avec Schröder, mais en fin de compte, ils avaient aussi compris que une lettre commune franco-allemande avant un sommet européen, ça peut aider à préparer le terrain. Ça ne veut pas dire qu'en fin de compte, le compromis franco-allemand, c'est déjà le compromis européen, mais c'est autour de ce compromis que vont se structurer les débats, soit du côté français, soit du côté allemand, et qu'en fin de compte, on trouve une solution européenne. Tout de même, c'est surprenant de la part d'un chancelier qui insiste beaucoup sur sa relation avec la France, sur sa relation avec Emmanuel Macron. Depuis le mois de mai, et d'ailleurs pas seulement à Berlin, on nous répète qu'il y a un retour du réflexe franco-allemand. Et là, non seulement on n'est pas d'accord, mais d'après ce que nous racontait Jean-Marie Magro, on n'a même plus cherché à discuter avec les Français. Le réflexe, c'est de se mettre un coup de poing dans la figure? Pour l'instant, c'est un réflexe au niveau bilatéral qui a bien redémarré. On a affiché cette volonté politique, on s'est affiché ensemble, c'est très bien. Mais maintenant, il faut une étape en plus. Il faut rajouter un peu d'essence dans le moteur pour comprendre le fonctionnement au niveau européen de cette affaire. Et si on regarde la situation en France, évidemment,
côté allemand, on peut être tenté de voir si on peut pas soit se passer de la France, soit se lasser de la France, puisque c'est tellement compliqué. On ne sait pas avec qui on négocie. On a fait un conseil de ministres franco-allemands et puis la semaine après, le gouvernement il chute et tout ça c'est un peu caduc. Il faut recommencer à prendre les interlocuteurs et voir si ça compte encore ce qu'on a négocié. La question, évidemment, c'est est-ce que côté allemand, on peut se passer de la France? Ça peut fonctionner une fois ou deux fois. Si tu demandes au DFI, si tu demandes à moi, ça va pas fonctionner longtemps. Même si ensemble nous n'avons plus la capacité d'entraîner toute l'Europe, nous avons toujours la capacité de bloquer l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire se lasser de la France? Sur Scholz, notamment le précédent chancelier, on dit beaucoup maintenant que c'était pas contre l'idée du franco-allemand, mais il s'est lassé un peu. Il voyait pas la valeur ajoutée de ces négociations compliquées, laborieuses et qui tournent en ronde pour arriver à sa fin. On va voir si Friedrich Merz revoit sa méthode. En tout cas, il vient de changer de chef de cabinet. Départ surprise au début du mois de Jakob Schrott, qui n'est donc même pas resté une année conseiller du chancelier. Et c'est un certain Philippe Birkenmeier qui le remplace. Tu penses que ça peut changer quelque chose? Difficile à dire. C'est peut-être aussi un signe que Friedrich Merz, il est arrivé sans expérience exécutive. Il arrive à 70 ans avec son expérience de parlementaire, avec son expérience dans l'économie, mais il n'a jamais fait partie d'aucun gouvernement. Donc cela nécessite d'apprendre vite et de s'organiser pour tenir les troupes, pour coopérer avec son propre groupe parlementaire et aussi organiser un agenda. Et c'est ça la tâche du directeur de cabinet, donc de ce jeune homme qui a été remercié. Et peut-être il faudrait en mettre un peu moins et laisser plus de temps pour préparer notamment ces négociations plus difficiles. Ça vaut autant pour la politique intérieure, les liens avec son propre groupe politique au Parlement que au niveau bilatéral et international. Dernière question, Stéphane, désolé, je suis obligée de la poser. Est-ce qu'on va avoir en 2026 enfin du concret sur le SCAF? On nous avait promis des annonces en décembre, mais après le sommet du 18, j'ai l'impression que ça arrangeait quand même tout le monde à Berlin et à Paris de ne pas remettre sur la table un dossier compliqué. Sur le SCAF aussi, on peut dire, on paye en quelque sorte les frais d'avoir commencé avec des annonces tonitruantes, comment on allait maintenant trouver des accords et faire des annonces. C'est plus compliqué que ça. Mais maintenant, passer lune de miel, peut-être, on peut reculer un tout petit peu et réfléchir qu'est-ce qu'on doit vraiment faire ensemble sur ce projet de SCAF et quels sont les éléments où il faudrait plutôt établir le cadre dans lequel peuvent ensuite évoluer différents projets. Il y a beaucoup d'exemples franco-allemands de coopération sur des projets avec l'espace, avec l'aviation, qui n'ont pas besoin de tout un soutien politique et d'un drame médiatico-politique pour fonctionner. Mais pour ça, il faut un cadre et c'est là où nous avons besoin de l'Europe. Peut-être il serait plus intelligent de se concentrer sur ça et que le temps de ces grands projets de prestige, en quelque sorte, il est un peu derrière nous. Merci Stéphane Seindorf pour cette discussion et cette première participation à la nouvelle saison du podcast. Je suis en train de réfléchir à plein de nouveautés pour cette année, peut-être la création d'une association pour chapeauter et organiser des événements autour du podcast, une page Steady aussi qui vous permettra d'avoir du contenu supplémentaire et de soutenir indirectement ce projet d'information totalement indépendant. Bref, l'année ne fait que commencer, je vous tiendrai au courant. D'ici là, étoiles, avis, partages et likes sont les bienvenus pour combattre la loi des algorithmes sur vos plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi m'écrire via les réseaux sociaux pour me faire part de vos commentaires, de vos questions. C'est toujours très sympa d'avoir des retours directs d'auditrices et d'auditeurs. C'est la fin de cet épisode. Merci d'être resté à l'écoute. Je profite de ce début d'année pour envoyer des grands merci aux amis qui se chargent des voix françaises, toujours très pro et rapide. Le podcast avec un K revient dans 2 semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald!